Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Michel, salut Michel. Bonsoir Cyril. Nous sommes avec Yolan. Salut Yolan. Bonjour Cyril, bonjour Michel, fidèle au poste. Notre invité, on est super content de l'avoir. On est avec Christian Lopez. Bonsoir Christian. Bonsoir messieurs, ravi d'être avec vous. Nous également. Alors Christian Lopez, on va commencer par quoi? Il y a tellement de choses. Bon, on va commencer par le début. Vous êtes né le 15 mars 1953. Vous avez 68 ans. Vous avez été 15 ans professionnel, de 71 à 86. Et forcément, une grosse partie de votre carrière à Saint-Étienne. N'oublions pas Toulouse et Montpellier. Mais vous avez fait votre arrivée à Saint-Étienne le 3 novembre 1969, si ma mémoire est bonne. Et cette belle carrière à Saint-Étienne est arrivée. Et puis l'équipe de France, on va en parler aussi. 39 sélections d'équipe de France, 9 fois capitaine. Vous avez fait 2 Coupes du Monde, 78, 82, libéraux solides. Yolan. Ah, quelle émotion pour moi. Quelle émotion d'avoir Christian Lopez en face de moi. Je vais vous dire, j'arrive pas à le croire et je suis vraiment ému. Parce que ça représente tellement de choses. Ça représente au-delà du joueur, vous savez, c'est mes souvenirs, c'est beaucoup de choses. Donc je suis vraiment très heureux et très touché. Je tenais à vous le dire. Je dois pas être le premier parce que on a tous été baignés par la génération des Verts, mais ouais, c'est beaucoup d'émotions pour moi. Alors, on va vous laisser parler, Christian, mais je voulais aussi continuer votre présentation. C'est le palmarès qui est assez impressionnant et incroyable. Vous êtes 4 fois champion de France, 74, 75, 76, 81 avec la grande équipe de Saint-Étienne. Vous avez gagné 3 Coupes de France, 74, 75, 77, toujours avec les Verts. Forcément, cette finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 76. Vous avez été aussi vice-champion de France en 82 et finaliste de la Coupe de France 81 et 82 avec Saint-Étienne. Un palmarès de dingue. Christian, qu'est-ce que ça vous fait quand on vous ressort tous ces chiffres? Écoutez, d'abord, ça fait toujours plaisir d'écouter tout ce que vous dites. Et puis, c'est la carrière que j'ai eue, la réussite que j'ai eue, la chance que j'ai eue aussi. Parce que, dans une carrière de footballeur, il faut de tout, mais il faut de la chance aussi. Je me souviens que lors de mes premiers matchs en professionnel, je me rappellerai toute ma vie, l'équipe première devait partir en Afrique pour faire, je crois, 2 matchs ou 3 matchs. Et puis, Pierre Garonner, qui était le recruteur à l'époque, avait décidé d'amener les jeunes qui venaient d'arriver au club, mais pas moi au départ, parce que j'étais le plus jeune. Et puis finalement, le club a dit on va l'emmener plutôt que de le laisser tout seul à Saint-Étienne, il viendra avec nous. Donc je suis parti un petit peu en touriste là-bas, j'avais 17 ans et demi, 18 ans, je crois que c'est ça. Et il y a eu le stopper titulaire qui se blesse, Alain Merchadier qui était stopper se blesse aussi avant la veille de l'entraînement. Donc on décide de me faire jouer. Et puis, effectivement, je joue numéro 4 et j'ai joué toute la deuxième partie du championnat en équipe première, en équipe professionnelle, alors que au départ, je devais pas participer à ce voyage en Afrique. Donc, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être là, parce que s'il n'y a pas de chance, des fois, il y en a qui passent à côté d'une carrière. Alors, vous avez joué 13 ans à Saint-Étienne. Et c'est votre club, hein, mais après, on ne va pas oublier non plus Toulouse et Montpellier parce que c'est important aussi dans votre carrière. Mais forcément, Saint-Étienne avec 453 matchs, c'est hallucinant. Mais vous aviez dit, il n'y a pas très longtemps aussi, on a interview 13 ans à Saint-Étienne. Et tous les ans, vous jouez quelque chose, quoi. Si ce n'était pas un championnat, c'était pour gagner la Coupe de France ou aller loin en Coupe d'Europe. Mais pendant 13 ans, vous avez atteint vraiment le très très haut niveau. Et il y avait toujours quelque chose à jouer. C'est hallucinant, ça, 13 ans. C'est vrai. Je vous dis, je le dis toujours, quand je suis arrivé à Saint-Étienne à l'âge de 16 ans, je jouais, donc j'étais surclassé, je jouais en équipe junior. Et l'année où je suis arrivé, la saison où je suis arrivé, on dispute la finale de la Coupe Gambardella contre l'Olympique Lyonnais, où il y avait Raymond Domenech, Albert Domenech, Bernard Lacombe, etc. Et on gagne cette Coupe Gambardella.
Donc ça a été mon premier titre, bien sûr, et le début d'un long palmarès. Mais ce palmarès, je le dois pas uniquement à Christian Lopez, mais à tous mes partenaires, parce que on a été pendant ces années-là à Saint-Étienne, on a été éduqués et on nous a appris à vouloir toujours gagner, parce que l'objectif du club, c'était d'être toujours quand on était professionnel, c'était toujours dans les 3 premiers, parce qu'à l'époque, il y avait la Coupe d'Europe, donc c'était la Coupe d'Europe des clubs champions, il y avait la Coupe UEFA et la Coupe des coupes. Et donc, pour le club, il fallait qu'on soit toujours dans les 3 premiers pour pouvoir disputer ces matchs de haut niveau. Et donc, on a été élevé comme ça. Donc, la première année, je vous dis, quand je suis arrivé, finale de la Gardella gagnée. La saison d'après, la même finale contre l'Olympique, perdu. Et la 3e saison, ça a été finale du championnat de France amateur contre le FC Nantes. Et ensuite, on a démarré avec je crois qu'il n'y a qu'une saison où on n'avait rien gagné. Mais sinon, après chaque saison, on jouait soit un titre, soit une Coupe de France, soit un doublé. C'est ce qui s'est passé pendant quelques saisons. Et donc, on a été, je vous dis, éduqués de cette manière, et c'est pour ça que on a toujours gardé cet état d'esprit de vouloir essayer toujours d'être dans les premiers. Mais ça a été comme ça, et quand on me demande effectivement les meilleurs souvenirs de ma carrière, je dirais toujours que c'est les 13 ans que j'ai passé à Saint-Étienne. Alors, à Saint-Étienne, vous avez connu la JO Auxerre aussi. Vous avez joué contre la JO Auxerre et un certain Giroud. Vous savez que Giroud, on l'a avec nous, Giroud, Christian. Est-ce que vous le savez, ça? Oui, alors. Non, là, vous me l'apprenez. Christian Lopez, alors c'était un défenseur qu'on a failli recruter aussi chez la JA, mais c'était beaucoup trop cher. Il aurait fallu vendre toute l'équipe tellement il était fort. Vous avez vu, c'est notre Giroud à nous, mais il fait pas mal. Alors, je vais le présenter aussi. Alors, il connaît bien le foot, mais il peut nous faire un petit Deschamps, un petit Zidane. Vas-y, Yolande, profite-en. Au contraire, c'est vrai que Christian, j'aurais aimé jouer avec lui, mais bon, le sort en a décidé autrement. C'est un garçon d'une autre génération, mais bravo pour ses talents et pour les émotions qu'il nous a données. Merci Zidane. Il y a Zidane aussi qui est pas loin. C'est sûr que Christian, c'était un entraîneur à Cannes en plus, je crois. Attention, c'était un grand indicateur. Je suis très ému parce que c'est quelqu'un de bien, quoi. C'est énorme. Merci Zizou. Il est pas mal notre imitateur, Christian. Hein. Magnifique. J'ai failli croire en Giroud, mais bon, quand il a dit que je coûtais cher, c'était pas vrai. Et honnêtement, si on aurait caché son visage, je pense que vous auriez cru. Et il en a à l'appel comme ça. Hein. Il a également. Alors moi, mon préféré, c'est Luis, forcément. Comment te dire un peu, c'est ce Christian Lopez un peu que c'était ce garçon, c'était la classe. Hein, c'était ses sorties de balles au pied, que il était capable un peu, comment te dire, un peu de forcer une équipe. C'est ça le talent de ce joueur. Merci Luis. Bon voilà, etc. Ça c'était notre. Super, très bon. Il aurait pu être champion de France avec nous. Hein. Ouais, c'est vrai. On va parler un petit peu de l'équipe de France aussi, Christian. Donc 39 sélections d'équipe de France. Vous avez été 9 fois capitaine de l'équipe de France. Donc j'imagine que c'est une réelle fierté de porter ce brassard de cette équipe de France. Oui, ça a été une grande fierté pour moi, parce que je vais vous raconter une anecdote quand même concernant cette première nomination. On était convoqué il me semble, je crois que c'était le dimanche soir à Jouy-en-Josas. C'était le lieu de rassemblement de l'équipe de France. Et le dimanche à midi, je fêtais le baptême de mes 2 filles. Et bien sûr, pris dans la fête, je voulais pas prendre l'avion pour aller à Paris. Je voulais prendre l'avion que le lendemain matin. Et donc, heureusement qu'à l'époque, on avait un petit peu la tête sur les épaules. Et puis, à l'époque, mon ex-femme m'avait dit non, il n'y a pas question que tu restes là. Tu vas prendre l'avion. On t'amène à l'aéroport. Tu vas prendre l'avion. Et bien mal m'en a pris, puisque quand je suis arrivé à Clairefontaine,
Michel Hidalgo m'appelle dans sa chambre et il me dit, écoute Christian, c'est toi qui seras capitaine contre l'Allemagne. Donc en face de moi, j'avais Franz Beckenbauer qui était mon idole. Et donc ça a été vraiment pour moi, là aussi, une part de chance, puisque je suis parti avant même que le baptême se termine, mais avec cette magnifique surprise en arrivant, et d'autant plus fier parce que j'ai été, je pense, le premier pied noir à être capitaine de l'équipe de France. Michel. Oui. Après, on parlera de Jean-Pierre Adams, mais on finit sur l'équipe de France. Oui, sur l'équipe de France, en 1978, il y a les Coupes du Monde. Bon, dans les Coupes du Monde, dans les rassemblements de l'équipe de France, il y a certains huis clos, vous vous préparez. Est-ce que vous étiez au courant de la situation politique qui était en 78 en Argentine ? Oui, on était bien sûr, on savait puisqu'on suivait quand même les informations, mais bon, pour nous, la chose principale, c'était effectivement d'aller disputer cette Coupe du Monde, puisque la France n'avait plus été représentée depuis, je crois, les années 60, je vais dire peut-être des bêtises, 66. Et donc, on était plus penché sur ça que sur ce qui se passait vraiment en Argentine. Après, il y a eu effectivement la tentative d'enlèvement de Michel Hidalgo, qui avait été quand même touché tout le monde, mais on était quand même plus dans le côté sportif que dans le côté politique. Violent. Oui, on parle beaucoup, on parle peu en tout cas, de l'Euro 1980. Ça s'est pas joué à beaucoup de choses, cet Euro 80. Est-ce que vous pensez pas que finalement cette qualification, c'est l'absence de Michel Platini qui a été souvent blessé lors de cette période, qui vous a empêché d'aller faire cet Euro ? Ouais, certainement, parce que Michel, il avait quand même une grande importance dans l'équipe. Et puis, ça a été bien sûr l'un des meilleurs joueurs de son époque, de notre époque, le meilleur joueur au monde. Mais après, vous savez, nous à Saint-Étienne, on a eu gagné des matchs avec des joueurs qui nous manquaient. Donc, mais c'est vrai que ce championnat d'Europe, je ne dis pas qu'on l'a galvaudé parce qu'on avait aussi l'intention surtout de retourner en Espagne. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé et c'est vrai qu'on est passé pas très loin, que Michel aurait pu effectivement nous faire nous faire avancer dans ce championnat d'Europe. Mais bon, après il faut pas regretter ce qui s'est fait parce que tout ce qui s'est passé a eu des événements. Et effectivement, si on avait joué avec des si, on aurait été champion d'Europe, champion du monde. Mais malheureusement, ça n'a pas été comme ça. Ce que vous êtes en train de dire, c'est le football et c'est la loi du sport. Ouais. Ce que vous êtes en train de dire, Christian, si vous permettez que je vous appelle par votre prénom, c'est que le fait est que vous ne soyez pas qualifié a peut-être aussi façonné votre façon d'aller un peu plus loin, notamment à la Coupe du Monde 82, et puis peut-être, je dirais, l'Euro 84, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une construction qui était en train de s'opérer. Absolument, je suis d'accord avec vous, mais il faut pas oublier, et moi je le redis souvent, c'est que grâce au Vert de 76, l'équipe de France a acquis une certaine maturité, a montré certaines choses que, par exemple, elle ne se faisait pas avant. Et effectivement, le fait de ces matchs que l'on a perdus, peut-être qu'on n'a pas réussi, chaque match qu'on faisait, on était motivé pour aller plus loin, pour aller le plus loin possible. C'est ce qui s'est passé en 82. Et puis, avec ce qu'il y a eu en 82, ça a façonné effectivement 84, 86 et ce qui s'est passé derrière. Christian, vous avez disputé plus de 600 matchs en tout professionnels, que ce soit en équipe de France avec vos différents clubs, etc. Donc des attaquants, vous en avez vu quelques-uns quand même. Quel est, 2-3 attaquants qui vous ont vraiment, excusez-moi du terme, mais vraiment fait chier, quoi. Des attaquants. Il va dire Oleg Blocking. Non, mais d'abord je parlerai quand même des attaquants. Alors, des attaquants français parce que c'est quand même important. Moi d'abord, j'étais pas directement concerné parce que je jouais libéraux,
Mais si je parle des attaquants français, il y a eu Bernard Lacombe, il y a eu Marc Berdol, il y a eu Éric Pécou. Et, voilà, et puis les années précédentes, il y avait aussi vraiment des attaquants de pointe. Mais moi, je n'ai jamais eu, mis à part le début de ma carrière, où effectivement, j'ai commencé, je crois, mon deuxième match championnat, c'était contre l'Olympique de Marseille. En face de moi, et j'étais au marquage, c'était Josip Skoblar. Ah oui. Et là, je peux vous dire encore qu'aujourd'hui, je le cherche. Voilà. Mais aujourd'hui, je le cherche. Et donc, à cette période-là, si vous vous en souvenez, pratiquement beaucoup d'équipes françaises avaient des attaquants étrangers, et notamment des Yougoslaves. Et donc, il y avait Skoblar, Bjekovic, Ali Lodzik. Et ça, à l'époque, c'était vraiment la spécialité des Yougos. Hein. Ils avaient de très, très bons attaquants de pointe. Alors, comment ? Delionis également. Oui. Alors, c'était les Argentins aussi. Il y avait Delionis, il y avait, comment il s'appelle, qui joue à Nantes. Barberis. Trossero. Non. Oscar Muller. Non, pas Trossero. Oscar Muller, c'est pas ça. Non, bon, ça reviendra. Et donc, et après, au niveau international, bon, effectivement, il y avait Gerd Müller, il y avait toutes les équipes internationales, il y avait toujours de très bons attaquants. Mais je n'ai jamais été confronté en direct, si ce n'est au début de ma carrière. Voilà. Dernière question. Oui. Allez-y, Christian, je vous coupe. Non, allez-y. Dernière question sur vous, puis après on parlera de Jean-Pierre Adams également. Vous qui êtes né en Algérie, pied noir, donc pas très loin de Marseille, il y avait aussi dans votre carrière un très très grand Marseille. Et moi je vous aurais bien vu à l'Olympique de Marseille, vous aviez le charisme et je sais pas le tempérament, la maturité. Est-ce que pour vous c'est une déception de ne pas avoir joué à l'Olympique de Marseille ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais je vais vous dire, avant que je parte à Saint-Étienne, quand j'avais 15 ans, j'étais sélectionné cadet de la Côte d'Azur, cadet du Sud-Est, et je commençais déjà à faire des matchs de présélection avec l'équipe de France junior. Et j'avais été faire un stage à l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille voulait me prendre, mais bon, j'avais rencontré entre-temps, lors de présélection équipe de France junior, j'avais rencontré entre-temps Santini, Merchadier, Saramagna. Et bon, effectivement, quand j'ai eu des propositions effectivement de l'Olympique de Marseille, de l'OGC Nice, de Monaco, parce que je jouais dans un club qui s'appelle le Canet Rocheville, ici à côté de Cannes. Et donc j'avais les clubs du bassin méditerranéen qui voulaient que j'aille, que je signe chez eux. J'avais 16 ans. Mais je vous dis, j'avais eu ces relations avec ces 3 jeunes qui venaient de signer à Saint-Étienne. Le courant était bien passé et j'ai signé à Saint-Étienne. Est-ce que vous avez été sollicité par des clubs étrangers ? Allô ? Oui, on vous entend. Est-ce que vous avez été sollicité par des clubs étrangers ? Oui. Effectivement, par deux clubs étrangers. C'était dans les années 77, je crois, 78. J'avais le Betis de Séville et l'AS Roma. Bon, j'avais décliné ces offres parce que à Saint-Étienne, on était qualifié européenne. Et donc, je voyais pas l'intérêt de partir dans un club étranger. Alors, c'est vrai que si ça se passait maintenant, j'aurais dit oui, parce que c'est toujours intéressant d'aller se frotter au football étranger. Et aussi bien le football espagnol que le football italien, c'était vraiment du football. Mais bon, avec Saint-Étienne, j'étais bien. Et voilà, donc c'est pour ça. Merci de nous dire en tout cas, parce que vous voyez, l'AS Rome et le Betis de Séville, j'ai suivi votre carrière, et j'ai jamais entendu ces échos-là. Donc merci de nous dire, Christian. De cette précision, oui. Christian, on parlait de Jean-Pierre Adams. Donc Jean-Pierre Adams, le 17 mars 1982 arrive malheureusement cette opération qui lui suit. Voilà, c'est très compliqué pour lui. Jean-Pierre est aujourd'hui dans un état végétatif du côté de Nîmes, à Kessargues exactement.
Vous l'avez connu en tant qu'adversaire, j'imagine? Oui, absolument. Je l'ai connu, bien sûr, en tant qu'adversaire, puis après, en tant que partenaire, puisque j'ai disputé mes 2 premières sélections en équipe de France comme latéral droit, et c'était lui qui jouait stopper avec Marius Trésor, la fameuse garde noire. Donc, j'ai démarré ma carrière internationale en tant que latéral droit, et puis au bout de 2 matchs, effectivement, Jean-Pierre n'a plus été rappelé, et non, au bout de 3 matchs, je crois. Parce que le 3e match, c'était un éliminatoire du championnat d'Europe, je crois. On recevait l'Islande à Nantes. Je ne l'avais pas joué, ce match-là. Et donc après, effectivement, Jean-Pierre n'a plus été sélectionné. Et c'est moi qui ai joué à sa place en numéro 4, parce que j'avais la chance de pouvoir jouer 2 postes. C'était celui de libéro, qui était mon poste d'origine, et aussi stopper. Donc là, quand il n'a plus été appelé, c'est moi qui ai joué stopper à sa place. Et bon, c'est effectivement là que pendant ces quelques sélections, que je l'ai connu, que je l'ai fréquenté. Et ça a été vraiment par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je sais, je venais de signer. Et c'était une grande tristesse d'avoir appris ce qui s'était passé. Et je sais qu'on avait participé à un match à Nîmes pour la famille. Et voilà, donc, mais par rapport à ce qui s'est passé, c'est vraiment dramatique. Moi, je sais que j'ai appris avec lui parce que d'abord, lui, c'était vraiment un stopper de métier qui était puissant, qui était très bon de la tête. Bon, enfin bon, voilà. Et c'est pour ça que j'aimerais. Et quelle ambiance apportait-il lors des rassemblements? Quelle ambiance apportait-il? Ça jouait de vivre sûrement dans les ambiances au niveau de l'équipe de France, probablement. C'était, oui, je veux dire, c'était lui qui menait un peu qui menait un peu le groupe, hein, parce que bon, d'abord, il était titulaire depuis plusieurs saisons, c'était un cadre, et que de par son tempérament, il était toujours là à mettre de l'ambiance. Donc, ça a été vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et bon, je peux pas dire, j'ai pas joué avec lui longtemps. J'ai joué contre lui, bien sûr, quand il jouait à Nîmes, quand il a joué à Nice aussi. Et j'ai de bons souvenirs avec lui. Laurent, une petite question? Non, par rapport à Jean-Pierre, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous pensez que s'il avait été sélectionné à la Coupe du Monde en Argentine, cela aurait changé quelque chose, ça aurait rebattu les cartes? Bah, écoutez, je pense que quand il a plus été sélectionné, c'est que, alors, je me rappelle plus quel âge il avait hein, quand il a plus été, qu'il avait été pris. Mais je peux pas vous dire parce que moi j'étais joueur. Bon, mon idée, moi, quand je suis arrivé en équipe de France en ayant Marius Trésor et Jean-Pierre Adams dans l'axe central, je me voyais jamais jouer. Hein. Je peux vous le dire. Hein. D'ailleurs, mes 2 premières sélections, je les ai jouées arrière droit. Et puis après, il s'est fait que peut-être Pierre n'est pas revenu parce que je n'ai pas souvenir, mais il était peut-être blessé. J'ai joué à sa place. Et puis bon, je me suis refusé. Et le football est comme ça. Hein. Oui, vous qui avez été entraîneur après, ça devait être important, je crois, la position de Jean-Pierre, parce que, comme vous le savez, il a débuté comme attaquant. Et après, il a été stopper. Et au niveau du placement, ça devait être un avantage pour lui. Puisqu'il avait été attaquant, il se retrouve stopper. Je pense qu'il avait le sens du jeu là-dessus, du placement des attaquants, puisqu'il avait été lui-même attaquant. Oui, surtout le marquage, parce qu'il jouait attaquant quand il était jeune, il passait stopper, donc il a appris à museler des attaquants. Et effectivement, oui. Le fait d'avoir été attaquant, il a mis à profit ce qu'il savait pour pouvoir contrer les attaquants. Et je vais vous faire un aveu. Moi, ma première saison de football, quand j'ai commencé à 11 ans, je jouais avant-centre. D'accord. Ça va pas longtemps. Et à la fin. C'est pas Angel Marcos qu'on cherchait tout à l'heure, Christian? Exact. Ouais. Exact. Angel Marcos. Exact. Qui a été entraîneur de Nantes, d'ailleurs. Oui, exactement. Un petit cantonat, une langue vite fait, non? Ouais. Comment? Ah. Ouais, Christian, je l'aurais bien vu à l'OM, hein. Être le poète de la défense, avec François Brassy.
De grands jours. S'il fait un one-man show, on y va ensemble, Christian, ou pas? Oui, on peut y aller. Hein. On peut y aller. Monsieur Lopez, le comité des fêtes du Canet-Rocheville, vous voyez, vous avez un futur candidat. Après, il faut qu'il tienne 1h30, hein, one man show, hein, parce que là, c'est des 10 secondes. S'il me fait rencontrer Bruno Bellone en plus, alors là, c'est génial, parce que je crois que Bruno Bellone était employé au Canet, hein, il me semble, au service des sports avec vous. Il est toujours au service des sports. Et bon, maintenant, moi, je suis à la retraite depuis 2 ans, mais j'ai été élu adjoint au sport depuis les dernières élections municipales. Donc, j'ai toujours l'occasion de le rencontrer. D'ailleurs, on était ensemble il y a une dizaine de jours quand il y a eu l'hommage de Michel Hidalgo à Marseille. Bien sûr. Bonjour de Cyril. C'était un de mes premiers interviews que j'ai fait il y a 4 ans. Et il a accepté mon invitation avec plaisir. On avait passé un très bon moment à la radio. Oui, Christian, je voulais vous demander, Jean-Pierre serait avec nous, là, à côté de nous. Que lui diriez-vous? Ouais, moi, je lui dirais que c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, même si je n'ai pas joué longtemps. J'ai joué avec lui, mais bon, j'ai quand même joué contre lui. Hein, et quand je cite les clubs, Nîmes, c'était pas des tendres. Il en faisait partie parce qu'il jouait même milieu de terrain à Nîmes. Il avait milieu de terrain. Et donc, c'était une équipe vraiment, comment dirais-je, comme on dit vulgairement, la hauteur de coupe, c'était à peu près les genoux. Donc, c'était du solide et c'était déjà, il faisait peur quand on le regardait avec ses gros yeux noirs, là, et ses dents blanches, là, quand il faisait la grimace, il nous faisait peur. Donc, quand on était dans les couloirs avant de rentrer sur le terrain, je peux vous dire qu'on n'en menait pas large. Hein. C'est un peu comme le Dimeco. À un moment donné, il faut savoir remettre la savate à hauteur des oreilles, quoi. Est-ce que vous avez été le voir, Jean-Pierre? Non, j'ai rencontré sa femme et ses enfants quand elle avait fait un livre qu'elle était venue présenter à Mandelieu. Et donc, on m'avait demandé si je voulais y aller. Bien, effectivement, j'y suis allé. Mais Jean-Pierre, je ne l'ai pas. Je crois que je l'ai revu une fois, une fois. Mais il y a vraiment, vraiment longtemps. Vraiment. Le mot de la fin pour toi, Yolan, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Toi qui es fan des Verts, avec un joueur mythique de la Saint-Etienne, je te laisse finir notre entretien. Ouais, forcément, on lui a beaucoup parlé à Christian Lopez, j'imagine, de cette charge sur Oleg Blocking qui est cultissime parce que on lui en a forcément, on l'a vu aussi dans l'émission des Verts. Mais moi, l'équipe qui me fascine le plus à Saint-Etienne, c'est l'équipe de 81. Alors peut-être parce que je commençais à m'éveiller au football. Et la question existentielle que je me suis toujours posée, c'est pourquoi entre 77 et 81, l'équipe de Saint-Etienne n'a pas réussi à imposer sa suprématie dans le championnat de France, parce qu'ils étaient les plus forts, clairement. Ça a été après la finale de 76. La saison 76-77, on n'a pas été mal encore, mais après, il y a des joueurs qui sont partis. Hein. Et puis, c'est ce qui s'est passé pendant les années qui ont suivi, jusqu'à l'arrivée de Platini, et puis comment dirais-je, la mentalité et l'état d'esprit n'étaient plus le même parce que la culture n'était plus la même parce que notre génération, c'était que des jeunes. Le club avait 4-5 cadres qui étaient Kurkovic, Piazza, Larquet, Hervé Revelli et Georges Beretta et que des jeunes autour. Donc ça a duré pendant plusieurs saisons. Et ensuite, il y a des joueurs qui sont partis. Et là, le club a changé de politique parce qu'on a fait venir des joueurs de l'extérieur. On a un peu moins utilisé les jeunes, même s'il y en a eu qui ont quand même joué en pro. Hein. Zanon, Lestage, Laurent Rousset, tout ça. Rousset, oui. Mais comme le club avait besoin d'être pour devant, le club a changé un petit peu de politique sportive et a fait venir des joueurs de l'extérieur. Et non des moindres, parce qu'il y a eu Battiston qui est venu, il y a eu Gardon, il y a eu Platini, il y a eu Jean-Marie Elie, il y a eu Zimaco, il y a eu Johnny Rep. Donc, mais après, je vous dis, la mentalité n'était plus la même, l'état d'esprit n'était plus le même. Mais on a quand même réussi, puisqu'on va gagner à Hambourg 5-0, on met 6 buts au PSV Eindhoven. Oui.
on est champion de France en 81, on perd 2 Coupes de France en 81 et 82. Donc, on a eu des résultats aussi, mais la politique sportive avait changé et c'était plus pareil. Donc, à notre époque, par exemple, dans le vestiaire, quand ça allait pas, on n'avait même pas besoin de gueuler, on se regardait et puis on avait compris, quoi. Ouais. Voilà. Et après, ça a changé, c'était plus pareil. On ne pouvait pas agir de la même façon avec tel ou tel joueur. Un petit mot sur Robert Herbin. Comment? Un petit mot pour Robert Herbin. Grand monsieur, et c'est lui avec Roger Rocher et Pierre Garonner qui ont apporté tout ce qui se passe maintenant dans le football au niveau sportif. Herbin a amené et a modifié et a changé la préparation athlétique. Grâce à ça, pendant 3-4 saisons, on a été devant. Et après, les autres, quand ils ont compris ce qu'on faisait, ils ont commencé à faire la même chose. Mais on avait déjà gagné des titres. Et voilà. Et Herbin avait une équipe avec des cadres, des jeunes autour, des jeunes où tous les postes étaient doublés. Et donc, il a émis une grosse concurrence sur tous les jeunes. Et les vieux, les anciens ne sont pas touchés. Mais les jeunes autour, il fallait être bon pour pouvoir jouer le week-end d'après. Ça, c'est pas, voilà. Donc, il y a eu ça. Il y avait au niveau médical, on a eu un kiné qui était là tous les jours, le docteur au départ, tous les jours, mais qui arrivait à ronfler. Au niveau des déplacements, on a été la première équipe à se déplacer en avion. Donc, ça permettait de récupérer plus vite et au lieu de faire un déplacement qui durait 3 jours, en une journée, on avait fait le déplacement. Et puis, vous êtes les premiers à avoir aussi amené la foule sur les Champs-Élysées, parce que ça, c'était pas quelque chose qui se faisait. Oui, bon, après, on avait perdu la Coupe d'Europe. Hein. Mais je pense quand même que c'est vrai que pendant toutes ces années, Saint-Étienne a apporté beaucoup à la France. Alors, quand je dis à la France, aux Français, mais à l'industrie et tout, quand on voit par exemple à Saint-Étienne tout ce qui s'est passé pendant ces années-là au niveau commercial, je pense que nous, on en fait, du moins cette équipe de 76, il a fait pour beaucoup. Donc, ça, c'est vrai qu'après, on a été, comme on dit, on a été les seuls à descendre les Champs-Élysées alors qu'on avait perdu la Coupe d'Europe. Absolument. Ok, Christian, écoutez, pardon, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'avoir échangé plus d'une demi-heure avec vous. Merci de votre disponibilité. Voilà, merci à Michel et à Yolande aussi pour cette interview. Et puis Christian, vraiment merci pour le groupe, entre autres Jean-Pierre Adam, jamais oublié. Et vraiment, c'était un très grand honneur. Et puis surtout, votre gentillesse et votre disponibilité. Merci à vous. Ça a été vraiment un plaisir de participer à cette interview. Et c'est vrai que Jean-Pierre restera toujours gravé dans ma mémoire parce que il a vécu des choses et il vit des choses pas faciles depuis très longtemps. Et donc, écoutez, moi, c'était vraiment avec plaisir d'avoir, même si on a eu quelques petits problèmes techniques au départ, mais d'avoir passé ce 30 minutes avec vous. Voilà. On va finir par une note positive parce que Christian, moi je l'ai connu, attention, c'était un grand défenseur. Hein. C'était le garçon, attention, il levait la tête, il était beau, il était esthétique, hein. Il était esthétique le Christian. C'était un petit mot d'Aimé Jacquet, notre entraîneur, notre sélectionneur champion du monde. Bon, super. À bientôt les gars. Bravo. Au revoir Christian. Et au plaisir. Quand vous voulez, vous n'hésitez pas.